Nous commençons le module numéro 2 de notre cours « La démocratie en santé à l'épreuve du coronavirus » en compagnie de Noémie Nolot, qui est autonomiseur à l'ARS Pays de Loire. Et je la laisserai se présenter par la suite. Et pour vous indiquer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette session, on va parler de la place des personnes concernées dans le système de la démocratie en santé et particulièrement en période de crise sanitaire. Voilà, parce que l'écoute et la participation des personnes concernées sont une partie très importante de la démocratie en santé et des parties prenantes qui sont parfois oubliées hein, quand on parle de la démocratie en santé, notamment sur la place des personnes concernées dans les établissements ou à domicile, par exemple. Et nous allons évoquer tous ces sujets avec Noémie. Alors, Noémie, peut-être que je te laisse te présenter et présenter ta fonction. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Noémie Nolo et effectivement, comme le disait Sébastien, je suis autonomiseur ou peut-être pourrait-on dire conseillère en autonomie auprès de l'équipe de direction de l'ARS des Pays de la Loire, ce qui est un métier totalement innovant qui s'appuie sur mes savoirs expérientiels en termes d'autonomie, de grande dépendance et peut-être plus spécifiquement dans le champ du handicap, bien que j'ai tendance à croire que le handicap est en fait une fenêtre sur le monde. Et je suis également assez engagée et donc secrétaire générale de l'association Handidactique auprès de Pascal Jacob, qui en est le fondateur et le président. Alors, Noémie, peut-être pour commencer, dans la démocratie en santé et dans la place des personnes concernées dans le système de soins ou dans le système médico-social, parfois même à l'université et dans les formations, on parle de patient expert. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est qu'un patient expert? Et puis peut-être aussi les autres manières qu'ont les personnes concernées, et qui ne sont pas forcément à ranger dans la catégorie patient, de s'investir dans, voilà, dans le système de soins ou dans le système médico-social. On parle de père aidant aussi, par exemple. Est-ce que tu peux nous clarifier un petit peu sur tout ça? C'est vrai que c'est pas évident de vous définir comme ça simplement la fonction du patient expert parce qu'il y a aujourd'hui différentes appellations suivant les personnes en fait avec qui les professionnels avec qui vous allez échanger et donc on se retrouvera avec des patients experts ou avec des pairs aidants ou alors des médiateurs en santé pair. Voilà, je ne vais pas vous faire la liste à la Prévert, mais il y aurait comme ça pas mal de dénominations. Peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est que à la base, ce sont des personnes, avant toute chose, qui ont un vécu et qui, de ce vécu, tirent une expertise qu'ils peuvent transmettre à des personnes qui vivraient les mêmes choses ou qui les ont vécues ou qui vont les vivre. Et plus largement, j'ai envie de dire, en tout cas moi je pense que ces personnes-là peuvent aussi apporter leurs expériences et leur savoir expérientiel à une multitude en fait de professionnels ou de personnes, de proches, toute personne en fait qui s'interrogerait sur un domaine précis vécu par quelqu'un. Voilà comment moi je définirais un peu le patient expert ou le père aidant. Certains vous diraient que ça ne peut se faire qu'entre personnes, par exemple reconnues avec une même maladie ou avec une même difficulté dans la vie. Voilà, moi je pense que en fait c'est en croisant les expériences et les histoires qu'on s'enseigne chacun des, des choses et que de ça on peut tous s'aider à grandir. Aujourd'hui, on parle de la valorisation hein, des expériences, des expertises et des savoirs des personnes concernées, et notamment dans le domaine du handicap.
Comment est-ce que ces savoirs, ces expertises, déjà, comment ils se formalisent? Comment est-ce qu'on peut dire, ah bah oui, voilà, comment on peut prendre conscience que, comme ça, qu'on a un savoir et une expertise particulière qu'on peut partager? Et puis dans quel cadre est-ce qu'on peut partager ces savoirs et ces expertises? Alors, il y a aujourd'hui, c'est une vraie question et je ne suis pas persuadée d'avoir une réponse très claire. Il existe aujourd'hui des formations, plusieurs formations pour devenir ce patient expert ou ce père aidant. Alors, elles existent sous plusieurs formes, avec un master sur Paris ou sous format de plusieurs séquences de jours, durant 3 mois, en région, enfin, suivant les associations, les écoles, les institutions. Vous trouverez comme ça plusieurs types de formations. Je ne sais pas si c'est une je m'interroge moi sur ces formations-là. Je pense qu'il est important effectivement de vivre son histoire, de faire ses expériences pour ensuite pouvoir tirer une expertise. Maintenant, est-ce que c'est en allant à l'école dans un cadre très formel qu'on apprend ça? Certainement que pour certains, oui. Et pour d'autres, je crois que c'est aussi une histoire de vie, une histoire de parcours, une histoire d'expériences vécues, de prise de risque, d'envie qu'il faut susciter et puis auquel il faut répondre, de curiosité et, et bien sûr d'expériences difficiles, et notamment dans le champ de la santé. Mais j'ai quand même le sentiment que l'important dans cette histoire-là, c'est d'arriver à prendre place et à se tenir à distance, mais à une juste distance. Celle qui permet d'entendre et de recevoir, et puis celle qui permet de partager et d'apporter aussi ses propres expériences. Voilà. Est-ce que c'est une formation qui permet ça? Certainement que oui, mais peut-être pas aussi scolaire qu'on pourrait le penser. Peut-être que juste en partant des besoins et des envies, et en suscitant ça et puis en l'aidant à germer, on arrive à obtenir des personnes qu'ils arrivent à transmettre leurs expériences. C'est très intéressant quand tu parles de juste place, parce que justement, dans les réflexions éthiques, on part du principe qu'on joue beaucoup sur la concertation, qu'on joue beaucoup sur voilà, croiser les regards, partager les idées, même si on n'est pas d'accord, comme ça, se confronter les valeurs, les objectifs, les finalités de nos actions, et essayer de partager ça au sein des équipes. Moi, j'aurais plusieurs questions, mais je vais commencer par la première. Euh, Est-ce que finalement, toi, tu ferais un lien entre le fait d'être un patient expert et cette question centrale en éthique, qui est la question de l'autonomie? Voilà, on parle très souvent de l'autonomie ou de l'autodétermination dans les questions d'éthique. Et est-ce qu'on peut lier ces deux questions du patient expert et de l'autonomie, ou bien ces deux questions qui, pour toi, sont décorrélées? Alors je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans tout ça et que on n'a pas nécessairement besoin d'être, vous voyez, le chef de file de l'autonomie pour pouvoir apporter ses savoirs expérientiels. D'autant qu'il me semble que ce savoir expérientiel, justement, il est intéressant parce que comment dire, il est pas vertical. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est possible que je sois
le père de quelqu'un, mais il est fort probable que dans quelques mois, cette personne-là ou une autre soit un père pour moi, puisque je trouverai des obstacles dans ma vie qui feront que j'ai besoin de son savoir à lui. Alors, bien sûr que j'ai tendance à croire que pour transmettre une expertise, il faut déjà avoir vécu une expérience, bien sûr, mais je pense qu'à tous les enfin, à tout moment d'une vie, on a des choses à s'apprendre mutuellement et que faire collectif, c'est en fait tenir compte des compétences de chacun et de les rassembler pour autour d'un même projet. Donc, l'autonomie, enfin l'autodétermination, oui, et ça, évidemment, il faut encourager ça chez tout le monde. Maintenant, pour vous donner un exemple très concret, à l'époque où je vivais à l'Institut du Mai, et la directrice m'a proposé en fait d'accueillir les futurs clients qui arriveraient en formation. Alors, je parle de clients parce qu'on était évidemment sur une formation à l'autonomie, donc ça peut en choquer certains dans le champ du médico-social, mais bon, il y a une histoire à ça et ça permettait justement de s'autodéterminer aussi. Mais à ce moment-là, quand je recevais les potentiels clients, je ne pense pas que j'avais cette autodétermination que je peux avoir aujourd'hui. Et pour autant, j'étais bien reconnue par d'autres comme étant un père. Et au fond, est-ce que c'est pas finalement ça qu'être un père? C'est pas tellement moi qui détermine que je suis le père, c'est l'autre dans son besoin en fait, et dans les questions qu'il me pose, qu'il va lui identifier que je peux être ce père pour lui. Mais encore une fois, peut-être que dans 6 mois, c'est moi qui l'appellerai. Sur la question de la juste place, il y a une question qui me venait, et puis après on va en venir sur la crise du coronavirus Oui. plus précisément, mais sur le dispositif institutionnel comme ça de la parole des personnes concernées, des pères aidants, des patients experts. Il y a différents types comment dire, de représentants. On parle de représentants d'associations, donc c'est des présidents d'associations ou des personnes qui font partie d'associations, avec cette dimension comme ça représentative de l'ensemble des adhérents, sachant qu'aujourd'hui, il y a très souvent des associations qui sont représentatives des intérêts des personnes et qui sont en même temps des associations gestionnaires d'établissements. Donc c'est vrai qu'en France, il y a cette double casquette-là qui, qui confine un petit peu au mélange des genres, on va dire. Et puis, de l'autre côté, il y a les personnes, comme les patients experts, qui parlent pour elles-mêmes, dans une logique de démocratie directe. Donc, démocratie représentative d'un côté avec les associations, démocratie directe de l'autre. Quelle est ton expérience, toi, de la cohabitation entre ces deux dimensions-là, associatives et représentatives, et puis de l'autre côté, la nécessité de faire parler les personnes concernées? Et comment est-ce que on peut faire place à la diversité des points de vue aussi de ces personnes concernées? On ne peut pas dire qu'une personne représente toutes les personnes. Voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Je pense que tu l'as dit, en fait, à travers ce mot qui pour moi est intéressant et que tu as employé, c'est la cohabitation. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est une sorte d'opposition des savoirs d'expérience. Donc, mais comme tu le présentes, en fait, on trouve d'un côté les associations, qui sont la plupart du temps des associations gestionnaires, et puis d'un autre, on a ce que j'appellerais aussi les autoreprésentants qui donc vont vouloir s'exprimer pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Et puis souvent, entre les deux, une espèce de querelle, une lutte un peu de pouvoir. C'est dommage, à mon sens.
je pense qu'on a besoin de toutes les expériences, de tous les savoirs et que les uns n'opposent pas les autres. Il est très vrai que si demain j'interviens avec mon histoire, je parle de mon histoire. Et donc, bien sûr que je peux faire l'effort d'avoir entendu d'autres personnes et d'autres vies, mais, mais enfin, on va pas se mentir, ça viendra quand même, ces notions-là seront quand même très impactées de mon histoire. Une association des représentants qui parlent aujourd'hui pour les personnes qui défendent leurs droits et qui le font très très bien, euh, euh, connaissent les histoires de vie, certes, maintenant elles les ont pas vécues. Et alors je dis pas que je suis pas là en train de dire qu'il faut avoir vécu les choses et qu'il faut avoir vécu le malheur pour le comprendre. Pas du tout. Je dis simplement que en fait si on relie ces deux expériences, ces deux savoirs, alors il y a une chance pour qu'on soit vraiment fort et qu'on apporte un témoignage précis et du coup qui ne sera pas du témoignage, qui sera là un vrai savoir dont tout le monde devra tenir compte. Et moi, j'irais plus loin dans l'idée que ce collectif, enfin, on doit vraiment le penser comme tel, faire collectif, et pas uniquement avec des représentants, donc des associations gestionnaires, ou des auto-représentants. On doit aussi le penser avec les décideurs, les payeurs, vous voyez, les institutionnels, pardon, et pourquoi pas des designers vous voyez ce que je disais l'autre jour, comme makers de l'envie, parce que en fait, je pense qu'en coordonnant là, et en faisant cohabiter toutes ces expériences, finalement, euh, euh, on part du réel, mais on s'appuie aussi sur des savoirs et ensemble, on s'aide à penser et à réfléchir. Et donc, on transmet forcément des notions plus justes bah, auxquelles je pense qu'il faut travailler ensemble. Tu dis des choses très intéressantes et notamment sur cette question de l'empathie. Tu dis, c'est pas parce que on n'a pas vécu une expérience qu'on peut pas la comprendre et agir, tu vois, défendre les droits des personnes en situation de handicap, etc. Mais par contre, il reste que c'est pas la même chose, quoi, d'avoir vécu cette expérience et d'ailleurs d'être en situation de défendre ses droits ou de défendre des positions qui nous concernent. Enfin, c'est des choses différentes et complémentaires. Hein. Et pour en venir à la question du coronavirus, de cette crise, là, de la place des personnes en situation de handicap dans cette crise, bah, moi, ça me fait penser que dans cette question-là de l'empathie, ressentir le même sentiment que l'autre, hein, c'est l'empathie. Il y a une question du miroir et de la représentation qu'on se fait des personnes avec lesquelles on travaille ou des personnes que l'on représente ou des personnes dont on va défendre les droits, qu'on va soigner ou qu'on va accompagner. Voilà, cette question de la représentation est très importante, surtout en démocratie, quand on parle notamment de représentation au système, sur le principe politique de l'élection, par exemple. Euh, D'où ma question, je ne sais pas si je suis clair, mais comment est-ce qu'on s'est représenté les personnes concernées pendant la crise du coronavirus et, en conséquence, comment on s'est représenté leur pouvoir d'action. Moi, juste une petite note avant de te laisser réagir là-dessus, c'est ce qui m'a marqué, c'est qu'on a remarqué que les patients experts avaient été mis de côté pendant la première phase de cette épidémie, peut-être pas par la suite. Et qu'est-ce que ça dit de la représentation justement qu'on se fait des personnes en situation de handicap? Ça, c'est compliqué parce que, en fait, quand on parle de personnes vivant avec handicap,
on parle de champs très différents d'une même personne. C'est comme ça aujourd'hui qu'on aborde le handicap, avec des, des, des spécificités. Par exemple, on va parler de, de l'emploi et des personnes handicapées, de la scolarité des personnes handicapées, de la santé des personnes handicapées. Donc, c'est pas évident parce que la santé, pour le coup, et c'est là peut-être tout le paradoxe, mais les personnes qui vivent avec un handicap, qui naissent peut-être avec un handicap ou qui ont un accident de vie, un traumatisme qui fera on va les considérer comme personnes vivant avec handicap, sont quand même des personnes très, très ancrées dans le champ médical, sanitaire. Pour autant, ce qu'on pourrait observer, et c'est facile à dire, hein, parce que je pense que cette crise était quand même quelque chose d'immense et qui nous a tous pris par surprise, y compris les personnes les plus averties, parce que je pense qu'on a quand même eu beaucoup de mal à se sentir concernés par le danger. Mais ce que ça montre, en tout cas, c'est que ces personnes qu'on considère quand même appartenir à la santé, au domaine de la santé, n'ont pas été entendues en tant que personnes handicapées, hein, dans la santé. Elles n'ont pas été entendues dans un premier temps, en tout cas. Et il a fallu décider certainement très très vite, prendre position. Et alors on a pensé l'hôpital, on a pensé la réanimation et les urgences, mais on l'a pensé pour les personnes malades. J'aurais envie de dire les personnes malades qui vont bien, en fait. Pas ces personnes malades au long cours, qui sont finalement ce qu'on appelle aussi les malades chroniques, qui ont une vraie expertise avec un vrai avis critique sur le monde de la santé. Ces personnes-là, dans un premier temps, on a ça semblait, en tout cas, ça semblait, oui, difficile de les entendre et de tenir compte de leur expérience pour penser cette stratégie qu'il fallait très vite mettre en place, à savoir le confinement. Et les personnes identifiées comme des patientes experts ou je dis patientes parce que, pardon, pour le coup, je connais plus de femmes que d'hommes dans le domaine, c'était un lapsus révélateur. Mais en tout cas, ces personnes identifiées comme ayant des savoirs expérientiels, on les a aussi vite protégées parce que c'est ce qu'il convenait de faire, je pense, pour les directeurs, pour les présidents, pour toutes ces personnes qui sont en responsabilité et qui comptent sur les savoirs d'expérience. Mais leur objectif premier, c'était de protéger, de mettre à l'abri. Et puis, il y a eu une deuxième phase qui est venue, alors, plus ou moins rapidement selon du point de vue auquel on se place, mais qui a quand même qui est venu chercher la parole et les savoirs expérientiels des personnes. Mais étrangement, je dirais que ça n'a pas beaucoup existé dans le champ de la santé. C'est venu par des conseils, je pense au CNCPH par exemple, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est quand même extrêmement mobilisé par Sophie Cluzel et qui a su, je crois, entendre les personnes vivant avec handicap. Mais en termes médicaux, les patients experts, les usagers du système de santé, comme on les appelle, il faudra qu'on questionne ce mot un jour, mais pourquoi pas. On leur a pas bien demandé leur avis et on a même pris des décisions assez terribles. Je pense notamment à des histoires que j'ai entendues sur des personnes
qui ont des maladies rénales, qui passent des journées entières à l'hôpital et qui, sous prétexte qu'elles devaient porter un masque, n'avaient plus la possibilité d'un déjeuner en plateau repas, ni même d'une bouteille d'eau. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui entendre. Et quand une patiente experte, quelqu'un qui est une malade chronique, qui en fait n'a certainement pas grand-chose à dire sur l'empathicie du voisin, mais qui en sait bien plus que le médecin en ce qui concerne sa propre maladie, c'est difficile d'accepter qu'on nous a pas entendus dans ce champ-là et qu'on ne reconnaît pas en termes de santé l'expérience et aussi l'existence globale qu'on peut avoir. Parce qu'on n'est pas juste des malades et on n'est pas juste des patients. Ce que tu dis là, effectivement, ça nous fait descendre dans une question éthique très concrète qui s'est posée à l'hôpital, notamment sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap à l'hôpital pendant la période du confinement. Dans un premier temps, les règles édictées par le gouvernement interdisaient tout accompagnement à l'hôpital, même quand il s'agissait d'un accompagnement nécessaire, qu'il soit professionnel ou familial. Et dans un second temps, il y a eu un assouplissement de la règle, je crois, suite à une conférence de presse du ministre de la Santé et de la secrétaire d'État sur les questions du handicap. Donc, c'est une conférence de presse le 4 avril qui assouplissait cette règle et qui en profitait pour assouplir d'autres règles de confinement, notamment pour les personnes autistes, pour pouvoir sortir plus facilement. Et voilà, toute une série de choses comme ça, effectivement, on peut se dire que s'il y avait eu une écoute de l'expertise de ces personnes-là en amont du confinement ou en tout début de confinement, on aurait peut-être pu agir pour elles plus vite. Et puis, il y a une autre dimension voilà, que tu m'évoques comme ça, en parlant d'un cas très concret, quoi, des plateaux repas. Ça pourrait être l'enjeu d'une discussion éthique dans un établissement, qui soit hospitalier ou médico-social. C'est-à-dire qu'il y a une dimension du respect du bien-être, du respect de la personne dans sa dignité, au-delà de soigner son corps, de concevoir la personne de manière plus globale. Et dans les établissements médico-sociaux, MAS, femmes, etc., dans lesquels vivent des personnes en situation de handicap, on a eu beaucoup de témoignages disant qu'il y avait beaucoup de questions éthiques qui se posaient, mais que dans la panique du confinement, la création des unités Covid-19, le fait de déménager certaines chambres pour créer ces unités fermées, toute une suite comme ça d'opérations ont fait qu'on n'a pas consulté les personnes vivant avec un handicap. Et on a cassé un lien comme ça. Et qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense aussi que peut-être à ce moment-là, on n'a pas pris la mesure des leçons qu'on pouvait tirer de la pratique de la réflexion éthique dans les établissements, où un de nos principes, c'est d'inclure au maximum l'ensemble des acteurs pour mieux réagir à une situation. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est pas évident. Quand je t'entends parler, tu dis on, on, c'est nous tous. Et évidemment que les professionnels jouent un rôle majeur là, dans tout ça, mais il faut que chacun de nous aussi, on prenne position et qu'on soit responsable. Et je te dis ça parce que j'ai pu aussi constater que ce confinement, finalement, il amenait quelque chose de très naturel chez moi et chez nous, chez des personnes qu'on pourrait penser plus fragiles. Alors, certainement, pour tout un tas d'histoires qu'on pourrait interroger des heures, et notamment toi, avec voilà, ta place de philosophe et d'éthicien, mais parce que toute cette vie qu'on a vécue en établissement, en étant reconnu malade et fragile, fait qu'on
on développe quand même un sentiment comme ça de vulnérabilité, très certainement, et que quand on nous annonce le confinement, c'est assez simple finalement de se replier et de se dire ok, pas de problème, nous on sait faire, moi je sais le faire, et je vais rester chez moi, je vais écouter les règles, le médecin l'a dit. Parce que c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça que aujourd'hui on fonctionne. Le médecin fait figure d'autorité, le médecin a le savoir. Et on a encore du mal, même si je pense que les choses évoluent quand même, mais on a du mal à penser et le patient comme auteur de sa vie et comme acteur potentiel de cette histoire en santé qu'il va falloir jouer. Donc, je dis ça parce que dans un premier temps, je veux qu'on entende on a tous une responsabilité quelque part et que chacun d'entre nous, selon son histoire et son vécu, bien sûr, va difficilement, plus difficilement prendre ce rôle, cette responsabilité, mais qu'il faut le faire. Maintenant, je ne vais pas me défausser. Je pense quand même que si les personnes vivant avec un handicap ont quelque chose à jouer là, si elles ont un positionnement à prendre et si elles ont certainement besoin qu'on suscite chez elles cette autodétermination nécessaire, l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui favorise pas, il n'aide pas à se positionner. On vit, on regarde, on ne pose pas sur une personne vivant avec un handicap un regard très valorisant. On la pense pas capable. On la reconnaît par ses incapacités. On la reconnaît dans tout ce qu'elle ne peut pas faire et tout ce qu'il va falloir compenser. Mais on ne l'aperçoit pas avec des envies, des désirs et des besoins, certes, mais qu'elle peut identifier et auxquels on va répondre. Donc en période de Covid-19, forcément, on pense, on a une stratégie commune, mais dans quelque chose de très normé. On ne pense pas l'être humain dans sa spécificité. C'est-à-dire que on pense collectif, mais en fait, le collectif n'exclut pas l'individu. En fait, c'est parce qu'il y a des individus qu'on fait un collectif. Et c'est bien parce qu'il y a tout un tas de différences qu'on a finalement besoin d'égalité. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je pense que c'est compliqué de... Oui, c'est très intéressant. Tu réinterroges aussi la frontière entre qui se négocie toujours hein, dans les établissements ou même à domicile, entre la protection, voilà, la gestion des risques, le fait de réduire le risque au maximum, et l'autonomie, qui représente toujours finalement un facteur de risque supplémentaire, à la fois autonomie et autodétermination. C'est ce qu'on appelle vivre dans la vraie vie. Quoi. Vivre dans la vraie vie, c'est risqué. Alors, et puis, je dirais que ça a été un point commun dans l'expérience de beaucoup de gens hein, de cette crise du Covid. Et en ce moment, on est en période de déconfinement et c'est la question qui se pose aussi. C'est quelle frontière on négocie comme ça entre je prends un risque ou bien je privilégie la protection. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça interroge aussi notre place, la place de la santé dans notre existence, dans notre vie. C'est vrai que les personnes en situation de handicap se sont souvent battues contre cet aspect très sanitaire, enfin, la vision très sanitaire de leur existence, comme corps à soigner ou corps malade, corps vulnérable. Et de dire, bah voilà, notre biographie à nous, elle n'est pas uniquement une biographie, comment je dirais ça, corporelle d'un corps malade, mais aussi la biographie de quelqu'un qui a des activités, qui veut se déployer dans le monde.
Et c'est vrai que cette crise, j'ai l'impression qu'elle nous a interrogés aussi sur ces questions. Je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Pour moi, il y a le premier sujet, c'est la question finalement de la gouvernance. Surtout lorsqu'on est chef d'établissement ou d'un service. Comment on se positionne, quelles responsabilités on prend, on endosse, et quels bénéfices-risques finalement. Euh, euh, et donc toute cette question de la gouvernance qui pour moi ne doit pas aujourd'hui se penser seule. On peut pas avoir, vous voyez, un petit bonhomme là qu'on place en haut de la pyramide et on lui laisse les pleins pouvoirs. Peut-être par contre qu'en associant différentes personnes et en s'appuyant, aujourd'hui on a ce qu'on appelle les CVS, les conseils de vie sociale, on a le Conseil des droits des usagers également. Je pense qu'il y en a bien d'autres. Mais comment on associe en fait les personnes à ces prises de décision? Comment on les informe aussi? Parce que prendre une décision, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on fait pour prendre une décision? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'il faudrait venir se poser en équipe, ensemble, parce que ça, c'est une chose de se dire qu'on a consulté le Conseil de vie sociale ou le Conseil des droits des usagers, mais c'en est une autre de réellement donner la parole aux personnes. C'en est une autre de s'assurer qu'elles ont compris de quoi on parle et que donc la décision et l'avis qu'elles vont donner, il peut s'asseoir, vous voyez, sur quelque chose. Et puis, donc voilà, je ne veux pas aller trop vite. Après, c'est bien facile de parler de tout ça. Moi, je ne suis pas directrice de quoi que ce soit. Donc, je ne me rends peut-être pas compte voilà, de la responsabilité qu'on peut faire peser parfois. Et par contre, je vois bien à quel point c'est facile aujourd'hui de toujours aller chercher la faute chez l'autre. Et ça, je le vois bien. Et je comprends que du coup, de fait, ça emmène comme ça des difficultés certainement à se responsabiliser et à amener cette gouvernance. Mais je pense que c'est pas inintéressant et que l'éthique a une vraie place là-dedans. Et voilà, pour, euh, pour avoir en tête comme ça un ou deux directeurs d'établissement pour qui, pour le coup, le bénéfice-risque est largement mesuré et je pense qu'ils sont plus dans la prise de risque que dans le bénéfice. C'est vrai que j'ai une idée de la gouvernance qui est que j'estime en tout cas devoir être vraiment très assumée et très assurée par ces directeurs d'établissement qui, en plus, à mon sens, ne pensent jamais seuls, mais toujours à plusieurs. Même si, à un moment donné, ils décident. Et par rapport au deuxième sujet, la deuxième question que tu posais, plus médicale, et sur ces... Bon, le sujet du corps, c'est quelque chose. Hein, et moi, je dirais même que pour les personnes vivant avec handicap, au-delà de, au-delà de soigner, on cherche toujours à nous rééduquer, à nous réadapter, à nous redresser. Et je ne sais pas bien pourquoi, si ce n'est que je comprends que il y a un principe de normalité vers lequel il faut tendre et que donc le corps doit être droit et debout la plupart du temps. Et donc, voilà, une personne qui vit avec un handicap, que ce soit de naissance ou dans la vie,
via un accident, je veux dire, ou un trauma, il faudra voilà, on attend d'elle qu'elle fasse ce travail-là et qu'elle se réadapte. Maintenant, est-ce que c'est ça qui fait que, du coup, on 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 se pense, enfin on vit plus dans la santé? Heu, c'est vrai qu'on a des parcours très médicalisés. Maintenant, je pense que comme tu l'as dit, il est important, de se dire qu'on a une vie autour et que, bien sûr, bien sûr qu'il faut être responsable envers soi-même et qu'on a un parcours de santé à suivre, mais ce serait quand même intéressant que, le monde médical, lui, considère qu'on vit, dans ce monde, en entier et que donc on n'est pas juste, la partie d'un corps, qu'on doit soigner ou un morceau de cerveau qui est un peu différent ou, je sais pas bien quoi. On vit, on existe et pour exister, on ne peut pas être, défini à travers une maladie ou un handicap, en fait. Il faut, faut pouvoir s'inscrire, dans la vie. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, qu'il faut, habiter le monde, mais parfois j'ai envie de dire que pour habiter le monde, encore faudrait-il que le monde soit un seul et même univers et qu'on puisse, enfin, en tout cas, qu'on ne se sente pas, comme ça découpé ou attrapé par un monde ou par un autre. Parce qu'on a beaucoup catégorisé, en fait, les personnes malades et les personnes handicapées. Et même dans les personnes malades et même dans les personnes handicapées, on fait des catégories. Donc, voilà, j'espère qu'un jour, on arrivera juste à habiter un même monde. Alors tu dis effectivement habiter le monde. Bah oui, effectivement, on construit le monde en commun, hein, si on veut, euh, collectivement, quoi, en intégrant ou en rejetant les uns et les autres. Voilà, donc quand tu dis habiter le monde, c'est aussi participer à cette activité de construction du monde. On ne peut pas l'habiter sans le construire euh, simultanément, je dirais. Euh, Par contre, voilà, moi, ma question, en rebondissant sur cette idée d'habiter le monde et de le construire ensemble, et cette idée de gouvernance dont tu parlais, on a publié un texte, hein, sur le site de l'espace éthique d'un intervenant qui nous disait, ben voilà, peut-être que finalement ce qu'on doit retenir de cette crise sanitaire du coronavirus, c'est que pour mieux intégrer les personnes fragiles ou les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, on devrait peut-être créer au sein des conseils municipaux, alors je ne sais plus quel terme il emploie très précisément, mais grosso modo, ça veut dire créer un conseil du handicap au sein des conseils municipaux qui puissent, comment dire, reprendre les différentes mesures de politique publique locale et les évaluer en fonction des besoins et des attentes des personnes vivant avec un handicap ou des personnes vulnérables, si on décide d'élargir aussi, par exemple, au grand âge ou aux maladies chroniques. Qu'est-ce que tu penses de ces idées? Parce que dans le fond, il y a comment dire, pour donner une piste de réflexion, mais tu réagiras là-dessus, tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que finalement, on est là encore dans la discrimination, c'est-à-dire l'inclusion, qui en fait est une inclusion discriminante, si on veut, puisque ça consiste à dire on vous met dans votre conseil, puis vous nous donnerez votre C'est avis, ça. au lieu de vous inclure directement dans le conseil municipal en essayant de faire élire le maximum de personnes différentes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Bon, alors je sais pas bien ce qu'on peut en penser. Par contre, j'aime bien l'idée qu'on puisse, partir, des envies, des besoins et des compétences, de chacun pour, comme ça se retrouver autour d'un même sujet. Et alors je suis pas sûre que le handicap soit un sujet.
Par contre, l'habitat, l'écologie, l'alimentation, peu importe en fait le sujet que tu choisiras, je suis sûre qu'autour de celui-là, on pourra associer comme ça tout un tas de compétences de personnes qui, de par leur singularité, ont beaucoup à apporter. Et alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je crois que je ne pense pas de cette façon-là. Et je pense que j'entends hein, beaucoup de mouvements et je certainement que certainement que je suis assez utopiste et que s'il y avait que des gens comme moi, on serait peut-être pas très, je sais pas si moi je sais pas bien de quoi serait fait demain, mais je reconnais à certains militants qu'on pourrait dire extrêmes cette incroyable énergie quoi et cette capacité qu'ils ont à faire bouger les lignes. Maintenant, voilà, j'exclus aucune façon de fonctionner, si ce n'est que je crois que j'adhère plus à quelque chose de collectif et qui s'appuie pas sur la personne ou l'individu ou cette place qu'elle veut prendre, mais sur les compétences qu'elle a apportées. Et peut-être que parfois ça peut paraître un peu, comment dire? Profiteur puisque, je pourrais aller chercher, différentes personnes, suivant les compétences qu'elles ont à apporter. Donc en fait, si je veux parler de l'habitat, il est possible que je demande à Paul, mais si je veux parler de l'alimentation, je demanderai à quelqu'un d'autre parce que j'ai une idée de la compétence qu'il peut apporter. Donc, voilà, ça s'étudie, mais, en tout cas, c'est pas évident de répondre à ta question parce que quand on est une personne qui vit avec un handicap, j'ai toujours l'impression que soit on est un grand soleil parce qu'on a une proposition constructive et le sourire et qu'en plus on est un peu enjoué, tu vois, alors ça fait plaisir. Et puis, ou alors si on est un peu trop dans la revendication, on est très vite catégorisé de handicapés extrémistes qui ennuient le monde par ses revendications aigries, permanentes, tu vois. Et c'est compliqué du coup de se positionner et de savoir toujours comment s'associer à en fait faire en sorte que ce monde évolue. Et moi, je suis à peu près sûre qu'on ne changera pas le monde. En tout cas, moi seule, je ne changerai pas le monde. Mais peut-être que si j'arrivais à transmettre un peu de mon savoir demain, d'autres personnes, elles, pourraient certainement influer sur ce monde qu'on pense, tu sais, ce monde d'après, qu'il faudrait déjà vivre aujourd'hui, mais qu'on pense en tout cas le monde d'après. Oui, bah, tu poses bien, je trouve, enfin en tout cas c'est ce que je retiens, il y a beaucoup de choses, mais l'expertise versus la participation citoyenne. C'est vrai que parfois on va faire appel à une personne en situation de handicap pour son expertise propre, et puis parfois en tant que citoyen de manière beaucoup plus générale sur l'habitat, l'écologie, sur la gestion publique de l'eau ou toute autre question d'urbanisme par exemple. Donc c'est vrai que là, il faut bien, à mon sens, différencier les deux, enfin en tout cas conceptuellement se mettre au clair sur le sujet. Si je peux juste me permettre, c'est vrai que le débat citoyen autour de l'environnement qu'il y a eu ces dernières, pour le coup l'année dernière, le débat autour du climat notamment, c'est pour moi des vraies façons d'envisager un fonctionnement où chacun peut participer. Et ce que j'aimerais peut-être dire, c'est que ce qui fait aussi que je suis capable, enfin capable, c'est pas le terme, mais
ce qui fait qu'aujourd'hui je m'exprime comme ça, et que c'est parce que tu vois que j'ai cette expérience, c'est que j'ai aussi, j'appartiens pas, en tout cas je j'ai pas l'impression d'appartenir à un monde ou à un autre. Je vis dans ce monde et j'apporte mes compétences à différents projets qui ne sont pas forcément liés au handicap. Et c'est pas parce que je suis une personne vivant avec un handicap ou que je suis une personne malade que je n'existe qu'à travers ces champs-là. Et c'est justement parce que je j'existe à travers, tout un tas de sujets très différents que je pense je m'enrichis et j'arrive à transmettre en fait quelque chose qui, heu qui s'adresse pas forcément toujours à la personne qui vit avec un handicap. Et tant mieux si, les professionnels, me voient à travers ce prisme-là, mais bien souvent, je pense qu'en fait, ce que je raconte est assez universel et que, comme je l'ai dit au début, hem, peut-être que ça s'inspire du handicap, mais en fait, je pense que ça peut, tout à fait parler à des communautés très différentes, qui pourraient être de l'ordre qu'on catégoriserait comme ça aujourd'hui, de l'ordre de la précarité, de la tu vois, du milieu carcéral ou ce que tu voudras, mais pour moi, il y a un tronc commun à tout ça. Sur peut-être pour conclure une question, je ne sais pas si c'est une question d'ouverture, mais tu me diras, et puis si tu veux rajouter d'autres choses, n'hésite pas, Bien parce sûr. qu'il y aurait beaucoup de sujets à creuser. C'est très riche. Mais moi, là où je m'interrogeais au début de la crise, c'est que je me suis dit, finalement, on fait il n'y a pas de personnes en situation de handicap dans les médias en ce moment, alors qu'on va faire appel à des marins, on va faire appel à des astronautes. On a même vu des bonnes sœurs expliquer leur situation de confinement et expliquer les bonnes astuces pour pouvoir passer du temps dans une cellule, enfin, dans 30 mètres carrés, le mieux possible pendant 2 mois. Et moi, je me suis dit, bah, finalement, les personnes en situation de handicap, c'est quand même des expertes de la crise. Alors, ce que j'entends par crise, c'est le déséquilibre et le rééquilibrage, enfin, le rétablissement de l'équilibre, on va dire. C'est-à-dire que souvent, ce qui m'a donné cette idée, c'est notamment un livre d'Annelise Chabert qui s'appelle Transformer le handicap, où elle dit, bah voilà, moi je suis en déséquilibre permanent, et ce qui va permettre de trouver de l'équilibre, c'est l'aide humaine et technique qui va me permettre de me stabiliser pour vivre. Et je me disais finalement, nous, personnes qui ne sommes pas spécifiquement en situation de handicap, on s'est retrouvés en situation de handicap pendant la crise. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé en situation de déséquilibre. Comment est-ce qu'on va faire ses courses? Comment est-ce qu'on va maintenir ses relations sociales? Comment on va organiser son temps de travail? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je me suis dit, et qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que les personnes en situation de handicap, finalement, n'avaient pas beaucoup à partager à ce moment-là sur la situation de déséquilibre et la manière peut-être de retrouver un équilibre, soit une stabilité, soit un équilibre précaire? Ouais, j'entends et c'est vrai que, on a très peu vu, on a très peu vu les personnes vivant avec handicap et quand on les a vues ou plutôt quand on a parlé d'elles, parce qu'en fait, c'est toujours un peu comme ça qu'on fonctionne, ce sont les professionnels ou les proches qui parlent de nous, qui parlent pour nous, et c'est toujours dans des termes assez, mmh, péjoratifs quand même, où on sent cette, dépendance, heu cette infantilisation, ce ce voilà, ce besoin de 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 montrer, une personne un peu différente, peut-être un peu, effrayante, mais quand même, très sympathique. Voilà, c'est vrai que c'est comme ça qu'on parle des personnes, vivant avec un handicap aujourd'hui. Maintenant, il est vrai que, beaucoup se sont révélés dans ce confinement. Beaucoup, sont des personnes finalement assez expérimentées, en matière de solitude et de santé,
en matière de prise de risque aussi, et mais d'autres le sont moins. Maintenant, pourquoi c'est compliqué parce que l'image de la personne qui vit avec handicap, soit elle est représentée aujourd'hui par des grands sportifs plutôt marrants, soit elle est montrée par quelque chose d'assez, pour le coup, qui fera vraiment appel à l'empathie et à une forme de compassion un peu, un, un peu malsaine, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas bien comment. Voilà, c'est beaucoup de questions, tout ça. Donc, pour conclure sur ce sujet, je ne sais pas parce que la question de la. Tu vois, c'est. Soit, encore une fois, on a une image comme ça de super-héros parce que on vit des trucs dingues et que. En fait, l'autre n'arrive pas finalement à se projeter dans cette vie-là. Pour lui, c'est pas pensable, c'est pas imaginable de vivre ça. Soit voilà, on est ce truc un peu fragile et vulnérable dont il faut prendre soin. Donc, j'ai juste envie de te dire que on a tous, je crois, nos échelles de. Alors, je ne sais pas comment il faudrait les appeler. J'ai une amie avec qui on devait leur donner un nom, un peu sur cette idée de l'échelle de la douleur. Je ne sais pas si ça te parle. C'est une échelle d'évaluation qui va de 0 à 10. Et donc, chacun peut euh, euh, partager, en tout cas, la douleur qu'il ressent avec un soignant. C'est très subjectif hein, parce que, en fait, chacun à son niveau va supporter une douleur. Là où toi, tu as mal à la tête et tu me diras que t'es à 8 sur 10, moi, peut-être pour le même mal de tête, je te dirais que je suis à 3. Donc, voilà, peut-être que juste pour répondre à ta question sur l'image, ça pourrait fonctionner si on considérait qu'on a tous, chacun, une échelle dans la vie et que suivant les expériences qu'on fait, eh ben, on est à 3 ou on est à 8, mais il n'y a pas à se comparer en fait, si ce n'est que on a tous quelque chose à s'apporter et que peut-être j'ai été plus forte que d'autres en début de confinement et que peut-être que maintenant qu'on sort du confinement, je suis plus déstabilisée que d'autres aussi. Et voilà, pour conclure, je dirais ça. Je crois qu'on a juste beaucoup à apprendre si on accepte de faire ensemble, quoi. Merci. Alors moi, je te remercie de ta conclusion. Je vais conclure également en rappelant quelques points à nos étudiants qui sont intéressants quand même à travailler. C'est une ouverture vers une réflexion qui est très riche, hein. Je pense que c'est à chacun de creuser les différentes pistes. On a eu beaucoup de pistes qui ont été ouvertes, hein. Tu l'as rappelé au début, le handicap, c'est une fenêtre sur le monde, hein. Donc ça nous parle voilà aussi de la démocratie en santé, de la place de chacun dans la société. Quand on parle comment dire, de la limite entre risque et autonomie, de cette limite qui se négocie, quand on parle de la gouvernance hein, dans les établissements, quand on parle de cette question de l'empathie, cette question de la représentation des personnes ou bien de leur expression directe, quand on se demande qu'est-ce que c'est qu'une expertise, comment on la formalise, comment on la reconnaît, comment on la valorise. On peut parler aussi de l'expertise des soignants, on peut parler de l'expertise dans différents domaines d'activité. Et puis ensuite aussi, comment ne pas se faire enfermer dans son expertise. C'est-à-dire être la personne en situation de handicap de service ou l'infirmière de service ou que sais-je. On peut tous être un quelque chose de service, soit un philosophe ou un éthicien de service. Donc voilà, comment ne pas aussi se faire enfermer dans son expertise, c'est aussi une question. Donc pour moi,
voilà, il est possible de réfléchir sur tous ces sujets à partir de l'échange qu'on vient d'avoir avec Noémie. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain module de notre journée sur la démocratie en santé à l'épreuve du coronavirus. À bientôt.